à Bruno Hérault, qui est chef du Centre d'études et prospectives au ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Vous me corrigerez si j'ai déformé quelque chose. Bon. Et qui va nous parler des risques liés aux nouveaux comportements alimentaires en France. Oui, bonjour, de m'avoir invité. L'exposé que je vais faire aura une tonalité un petit peu différente de ceux qui précèdent. Il sera moins dans l'administration de la preuve scientifique et plus peut-être dans l'interprétation sociologique et dans les tendances prospectives. Mais je pense que les deux peuvent facilement se réunir. Il n'y a pas d'idée sans fait, il n'y a pas de fait sans idée. De toute façon, pour piloter une société, il faut trouver un juste milieu. Donc, nouvelles habitudes alimentaires, quel risque pour la santé? C'est la question qui m'a été posée. Je commencerai par dire que la question alimentaire est évidemment, depuis quelques années, revenue au centre et au cœur des enjeux publics, des discussions politiques, indépendamment des questions sanitaires, à l'échelle mondiale comme à l'échelle nationale. Volatilité des prix, prix des denrées, gaspillage, émeute de la faim en 2007-2008. Bon, c'était un dossier qu'on croyait périmé et qui est remonté très très fort sur le haut de la pile des préoccupations politiques. Surtout et aussi dans sa dimension sanitaire. Vous le savez bien, j'y reviens pas. Réseau de veille, vous en faites partie, les crises, la gestion des crises, les décisions politiques, de véritables politiques publiques en la matière, une vraie sensibilité sociale. C'était pas non plus le cas il y a 50 ou 100 ans, donc là aussi, il y a une capacité de la société à renouveler les questions qu'elle se pose à elle-même. Construction progressive d'un risque alimentaire, comme on construit publiquement des risques à différentes périodes. Le risque de l'échec scolaire, c'est 65-70, à partir du moment où l'échec scolaire touche des populations qui ne sont plus simplement précaires, mais qui ont accès au pouvoir. Le tabac devient du tabagisme quand, au fond, il y a une sorte d'enrichissement de la société. Dans une société pauvre, fumer est un truc de riche. Dans une société riche, ça devient un truc de pauvre. Il y a des transformations comme ça, notables, des dynamiques sociales. La création du risque alimentaire est une, je dis bien création, parce qu'il y a une construction sociopolitique à un moment donné. Et on est en plein dedans. Et ce que je trouve intéressant pour conclure cette introduction rapide, c'est que très souvent, justement, on ne va pas regarder comment les comportements eux-mêmes fabriquent et développent des risques. On va chercher d'autres explications, des épidémies, on va chercher des explications diverses et variées, mais le point de départ du sociologue, c'est que la dynamique d'une société résulte de l'agrégation journalière de millions de comportements individuels et que contre cette masse constamment avançante d'innovation individuelle et familiale, il y a du changement qui se fabrique et qui peut finalement parfois tout emporter sur son passage. Donc je crois que ça vaut le coup en effet de voir comment les comportements individuels peuvent engendrer des risques historiques qui feront demain les politiques publiques. Premier point, si je parle de comportement, il faut voir ce qu'est une société et comment la société change et comment la société, en changeant, elle fabrique un rapport à l'alimentation qui change aussi. On mange comme on vit comme on mange. L'alimentation est déterminée plus par les modes de vie que le contraire. Et l'évolution des rapports sociaux, dans le sens d'un individualisme croissant, de l'affaiblissement du rapport à des grands groupes, de la relation à la région de naissance, l'activité professionnelle, en particulier des femmes, l'évolution des mobilités professionnelles font qu'aujourd'hui, le comportement alimentaire devient un comportement intercalaire qu'on va essayer d'insérer dans des activités qui se pressent les unes les autres. Et c'est plus le moment convivial où on prend le temps de cuisiner avec une commensalité, une sociabilité, et où manger est la preuve que les gens qui partagent le repas s'aiment ensemble, etc. Bon, ça, on sait bien que c'est en train de disparaître en partie, pour une consommation individualisée, une consommation plaisir, de même que changent les rapports au temps. Accélération des rythmes sociaux, les rythmes de vie sont de plus en plus des rythmes de ville, donc on cherche là aussi dans les moments intercalaires qui restent des choses qui sont pratiques, qui sont rapides, qui sont faciles. Et puis pour faire une société, il faut des hommes, de l'espace et du temps, donc l'espace, l'évolution des rapports spatiaux, transport, mobilité, nomadisme, éloignement du lieu de travail, pérégrination urbaine, comme dit Marc Viel, c'est-à-dire qu'au cours d'une journée, on a 5 ou 6 lieux différents que l'on va parcourir, c'est plus du pendulaire domicile-travail.
Et dans tout ça, il faut intégrer le fait de manger encore à peu près 3 fois par jour. Et donc, c'est complètement contraint par cette évolution tendancielle des modes de vie. J'ai rajouté médicalisation de l'alimentation. On pourrait rajouter de nombreuses autres évolutions. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais de donner des coups de projecteur. Quelles sont les conséquences de ces transformations sociales globales sur le comportement du mangeur ? Mangeur qui est fort peu rationnel, on le verra plus tard. Ce mangeur, c'est un mangeur qui de plus en plus, alors là je n'ai pas les citations à chaque fois, les courbes, les tableaux ou les références, mais c'est le résultat de travaux faits à l'intérieur du Centre d'études et de prospective et puis d'une littérature plus générale. Développement du snacking, du grignotage, avec des produits que j'ai mis entre guillemets qui ne sont pas forcément les meilleurs. On pourrait mettre beaucoup de choses dans cette tendance-là. On sait qu'il y a des risques de surpoids, des risques d'obésité. Ça semble bien affiché dans des tendances fortes. Il y a une très forte hérédité sociale de l'alimentation. Il y a très forts effets de génération. Les enfants qui ont été socialisés en famille en mangeant telle quantité de fruits et de légumes auront à peu près pour la vie le même rapport à l'alimentation. Donc, en fonction de la façon dont on les a éduqués, on a 20, 30, 40 ans à l'avance une image assez fidèle de ce qu'ils consommeront. Restauration en foyer, restauration rapide, réduction des temps de repas, stress en même temps qu'on mange, etc. Là, il y a aussi, je ne cite pas à chaque fois les effets, c'est bien sûr des risques. J'aurais dû dire que chaque changement de comportement a des bienfaits. Et c'est parfois très très bien de pouvoir travailler en mangeant parce que ça permet de résoudre les deux problèmes à la fois. Ça peut être très bien de faire un régime comme je le mets après parce que ça permet aussi, de l'été approchant, d'être mieux dans son corps. Mais il y a toujours une dimension de risque. Régime, j'ai mis autodiététisme, je pense que le mot n'existe pas, mais je voulais dire par là qu'on sent que chacun de plus en plus devient le propre régulateur de sa santé. Chacun doit assurer en lui-même une sorte de médicalisation de sa propre existence avec un rapport au pathologique qui l'oblige à chaque fois à penser à ce qu'il doit être, etc., qui accroît sa science, accroît sa douleur. Mais en même temps, il doit faire peser sur lui, chacun a en soi aujourd'hui une sorte de médecin qui le surplombe, comme une sorte de surmoi sanitaire qui lui dit ce qu'il a à faire. Mais au-delà de ça, il y a des exemples concrets, bêta-carotène, risque du cancer, vous pourrez y allonger la liste bien plus que moi. Extension de la consommation de produits biologiques, là certainement ça a aussi des bienfaits d'un côté, mais il est évident qu'il peut y avoir aussi, si ça devient une expansion de la tendance, des méfaits que j'ai cités. Végétarisme, végétalisme, qui sont là aussi des tendances instaurées, plus le végétarisme que l'autre, l'autoconsommation, l'agriculture urbaine, ça c'est l'utilisation qu'on avait pu faire d'une enquête de l'INVS d'ailleurs, qui montre bien que ça repose sur une tendance forte, intéressante, la proximité, le partage, les AMAP, faire très proche, limiter les consommations énergétiques intermédiaires, mais en même temps c'est sur des terres qui sont assez fréquemment polluées, et puis ce qu'on mange sur son balcon a subi l'ensemble des pots d'échappement de la rue qui est dessous. La recherche des prix bas, ça semble aussi important, c'est dans le comportement. À force de payer le moins cher possible, on perd le sentiment du prix et de la création de valeur qui fait qu'on est en train de se mettre en situation de consommer des produits de moins bonne qualité. La volonté de faire des expériences, des innovations, les senteurs du monde, la créolisation des gastronomies qui s'est mondialisée elle aussi, introduit peut-être des risques de moindre traçabilité, de moindre confiance dans des produits qui font plusieurs fois le tour de la Terre. Et puis sans oublier des choses que j'ai listées pour indiquer qu'on pouvait aller loin comme ça, parce que je pense que ce raisonnement, par ailleurs, est peut-être une impasse. Le raisonnement que je suis en train de tenir, mais je vous le dirai tout à l'heure. L'alcool de plus en plus fessif, de moins en moins un alcool de long terme, comme on pouvait l'avoir dans les décennies passées. La mauvaise utilisation à domicile des emballages, dont certains comportent justement des nanoparticules qu'il ne faut peut-être pas mettre dans un micro-ondes d'une façon particulière, mais il y a des risques qui apparaissent. Le fait qu'il y ait une précarisation de certains groupes sociaux dont on sait qu'ils s'exposent à des risques parce qu'ils mangent moins bien que les autres. Peut-être l'entomophagie demain, qui est une bonne source de protéines, mais qui va arriver chez nous sous quelle forme, on ne sait pas, et qui va être elle-même... Bon, je ne prolonge pas le discours. Vous voyez bien qu'à chaque comportement individuel, on peut associer des méfaits. À chaque réalité positive, on peut associer une réalité négative. Et je crois que
Ce serait une impasse par certains côtés de continuer indéfiniment cette liste et ce catalogue, parce que ça ne nous donnerait pas une conscience plus aiguë de où va la société et de comment la gérer et de comment la réguler. Ça ne ferait que confondre analyse et agglomération, et on se contenterait de juxtaposer des petits faits vrais qui ne nous diraient rien sur le sens qu'on doit donner au pilotage de la réalité. Parce que, au-delà de la réalité empirique, saisie rationnellement, on sait bien que l'important, c'est aussi la dimension idéologique, les croyances, les vulnérabilités, les peurs, les rumeurs, les constructions mentales et les représentations sociales qui sont à la base des risques que nous pensons vivre ou dans lesquels nous pensons nous exposer. Donc il y a des effets cognitifs extrêmement importants dans la construction des risques, qui ne sont pas simplement la conséquence mécanique de comportements à risque, mais qui sont surtout le résultat dans l'histoire de la complexification du système social. On voit que plus le système se complexifie, plus on mange bien et plus on a peur de manger mal, et plus on va donc créer ce sentiment que l'on risque tout à la fois. Alors, pour le signifier, j'ai mis une casserole avec un revolver, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, alors même que je crois qu'on n'a jamais aussi bien mangé, dans jamais aussi bonnes conditions sanitaires de surveillance, de contrôle, etc., mais on est passé du bon appétit aux bonnes chances, comme si maintenant... Mais de même qu'il y a une sorte d'autorexie molle qui fait que certains, voyant un voisin manger un steak, vont lui dire « bon, il est bon ton cadavre ». Enfin, on est dans ce type de rapport à la société. Si on est dans une société du risque, Peretti-Vattel, Ulrich Beck et des dizaines d'auteurs extrêmement importants, la société du risque par rapport à la société industrielle, par rapport à la société de consommation, par rapport à la société d'information, c'est une société, alors société au sens conceptuel, c'est une sorte de construction heuristique pour penser une réalité analytique qui ne se voit pas, mais qui tire la société vers son avenir. Cette société du risque, c'est une société qui passe son temps à produire des acteurs qui disent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, ou qui disent que leur vie est risquée, qui disent que finalement la société a engendré elle-même des réponses négatives à ces problèmes. Et c'est un risque qui n'est plus extérieur, mais c'est un risque diffus qui est intérieur à la société. C'est un risque fabriqué par elle-même. C'est un risque qui est d'autant plus fabriqué que toute volonté de contrôle du risque va accroître la sensibilité au risque. Si on les situe, ces risques alimentaires, dans une matrice très très simple, on est en situation de contradiction et d'ambiguïté, ce qui fait qu'ils sont assez difficiles à gérer. On sait que les risques sont d'autant plus sous-évalués que la personne croit les contrôler. L'alcool, c'est mon alcool, c'est mon verre, c'est ma bouteille, c'est mon plaisir, c'est ma cigarette, c'est ma fin de repas, c'est ma voiture, le plus bel exemple dans tous les ouvrages, puisque c'est ma voiture, que je l'ai payée, que c'est mon permis, que je gonfle les roues, donc je crois que je serai en sécurité. Les risques qui sont concédés sont sociologiquement des risques qui sont au contraire surévalués. Le plus bel exemple étant le transport aérien. C'est pas mon avion, c'est pas moi qui pilote, c'est pas mon horaire, c'est pas mon aéroport. Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe à des millions d'exemplaires, et je les surévalue, alors qu'évidemment, tout le monde sait qu'il vaut mieux prendre un avion que sa voiture. L'agriculture, le nucléaire et l'alimentation va se trouver là. L'alimentation est considérée comme un risque concédé. On ne sait pas ce qu'on nous fait manger. Le risque n'est pas d'être malade ou de mourir, mais le risque est devenu de ne pas savoir d'où ça vient, ce que l'on mange, ce qui est paradoxal. Et c'est donc surévalué. Du côté de la ligne numéro 2, on a des risques qui sont sous-évalués dans l'alimentation parce que ce sont des activités volontaires, le fait de se nourrir. Et puis du côté des politiques publiques, on retrouvera l'alimentation plutôt du côté du principe de précaution, parce que c'est des risques potentiels avec une morbidité plutôt inconnue par rapport à ce que serait la conduite automobile ou des sports extrêmes. Donc une relative ambiguïté, alors que vous voyez que le nucléaire, par exemple, est complètement dans la colonne de droite.
C'est des risques surévalués parce qu'ils sont concédés, ils sont surévalués parce qu'ils sont imposés et surévalués aussi parce qu'on est dans une morbidité inconnue. Ce n'est pas le cas de l'alimentation, qui est beaucoup plus ambigu à gérer. Partant de là, je crois qu'au-delà de mon petit catalogue de comportements individuels mutants, le plus important, c'est d'adopter une autre grille de lecture. Autre grille de lecture qui partira de l'idée que, et là qui devient plus prospective, la prospective n'étant pas l'art de prévoir ou de prédire ce qui va être là demain, mais de se préparer au futur en le préparant ou se préparant à lui, et donc en anticipant les tendances. En tendance, ce que l'on voit bien, c'est que ce n'est pas le risque qui fait l'assurance, mais que c'est l'assurance qui fait le risque. C'est parce qu'on est dans une société de plus en plus sécularisée, avec des garants métasociaux, religieux qui s'effacent, que la vie vaut de plus en plus la peine d'être vécue, qu'on se dit qu'il faut profiter de ces 40 années-là d'activité, que peut-être qu'après il n'y aura rien d'autre, etc. Diminution de la fécondité historiquement, tout ça donne une valeur à la vie qui fait qu'il faut s'assurer contre tout ce qui pourrait arriver pour nous la supprimer, et cette sensibilité croissante à la valeur de la vie crée la sensibilité croissante au risque. L'alimentation en fait partie. Il faudrait dire aussi, deuxième point, en utilisant Tocqueville, sociologue bien connu, moitié du 19e, Tocqueville disait « Plus les inégalités régressent et plus les inégalités qui subsistent paraissent insupportables ». Ça, c'est un raisonnement qu'on peut transposer à de nombreuses réalités sociales. On peut le transposer facilement à l'alimentation. Plus les dangers alimentaires réels régressent et plus les risques qui subsistent paraissent insupportables. On est en plein dans ce cercle vicieux. Plus on apporte des solutions aux problèmes et plus on crée les conditions de l'émergence de nouveaux problèmes qui nécessiteront de futures solutions. On est avec un mangeur qui est dans une rationalité très limitée, pas du tout dans une rationalité absolue. Il veut aller acheter de la viande, il revient avec du poisson. Comme quand on fait les soldes et qu'on veut aller acheter un sac et qu'on revient avec 2 pantalons. Voilà, c'est un acteur qui, on le voit dans les enquêtes, est très contradictoire dans ses conduites et dans une relative amnésie de ce qu'il aurait fait à partir d'une certaine date, qui sait très très mal dire lui-même combien il dépense pour son alimentation, 13% et demi, 14% en moyenne, lui a bien du mal à le dire. Il a bien du mal à suivre son régime. Bon, l'incorporation d'aliments est un phénomène physiologique quand même exceptionnel. Il y a un rapport à cette activité lié à sa propre histoire et on sent qu'il y a des difficultés pour les acteurs mangeurs à rendre compte de leurs actes. Il y a une erreur d'interprétation qui est fondamentale et qui consiste à croire que tout ça, toutes ces crises, tous ces problèmes, toutes ces difficultés sont liés à des problèmes de connaissance, à des problèmes d'information, à des problèmes de communication. Certainement pas. En matière de communication sur les crises alimentaires ou sur les crises sanitaires, on voit bien qu'il y a beaucoup de perdants et qu'on est rarement gagnant. Si on dit les choses, c'est qu'on a intérêt à les dire pour en cacher d'autres qu'on ne dit pas. Si on ne les dit pas, c'est qu'on a intérêt à cacher des choses qu'on n'a pas voulu dire. On est dans des mécanismes de pièges automatiques. Et ce qu'il faut, c'est passer à un registre plutôt de la confiance et de la défiance, et de comment se fabrique la légitimité d'un discours et comment se fabrique l'illégitimité d'une réponse à un autre discours. En termes plus prospectifs, pour terminer, je crois que ça va. Là, on est dans un trend alors c'est facile à dire comme ça, le concept est très général, il faudrait le préciser, mais d'américanisation de notre système alimentaire. Le temps des repas non isolés augmente, le nombre de personnes qui mangent simultanément ensemble à midi a tendance à baisser, c'est un bon indicateur. Le temps consacré au repas diminue. On a de plus en plus une conception fonctionnelle des aliments, alors qu'on avait inventé une gastronomie, il faut aller associer dans un plat des choses dont les saveurs se partageaient. On est dans une responsabilité individuelle avec des frigos familiaux où chacun pourrait avoir demain son étagère et des sortes de compartiments, de même qu'il y a des compartiments dans les espaces de temps et dans le rapport à l'espace des adolescents, de la famille, de l'homme, de la femme, etc. Donc il y a cette américanisation-là, mais qui est une hybridation, parce que de tous les modèles de consommation alimentaire européens, le modèle français est un de ceux qui tient le mieux, qui résiste le mieux, qui s'hybride, qui incorpore des nouveautés, mais tout en conservant sa base assez traditionnelle
est construite. Hein. C'est par exemple un des pays où c'est le pays même d'Europe où McDonald's a les meilleurs résultats. C'est aussi le pays d'Europe où on va le plus en famille chez McDo. Hein. Dans d'autres pays, on y va par tranche d'âge et surtout par tranche jeune. Donc voilà, on a hybridé le rapport qu'on pouvait faire au fast-food en ayant une consommation familiale d'une nouvelle solution de restauration rapide, ce qui ne se fait pas dans d'autres pays. Ça, c'est un exemple d'hybridation. Et on pourrait dire que l'Allemagne d'aujourd'hui, je n'avais pas pensé que vous seriez là, mais ça ne changeait rien, que l'Allemagne d'aujourd'hui, en gros, serait, si on prolonge les tendances, la France des 15-20 prochaines années, donc de 2030-2035, en termes de consommation alimentaire. Voilà la voie que l'on est en train de prendre. Et pour conclure dans la conclusion, je crois que, mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la création de risques n'a que peu à voir avec l'agrégation de nouveaux comportements individuels qui seraient facteurs de risque ou pathogènes. Ce qui me semble important comme hypothèse à développer et à discuter, c'est le fait qu'au-delà de cette base empirique, on a une sorte de superstructure collective de la peur qui fait que, au fond, le risque est beaucoup plus corrélé avec le degré de complexité et de sensibilité du système social. Voilà. Merci.